France Info. Bonsoir, bienvenue dans Les Informés de France Info, une édition spéciale ce soir. Une édition spéciale quoi? Alors, est-ce que ça serait une édition spéciale Wimbledon? Peut-être parce que ça se déroule en ce moment, donc pourquoi ne pas en parler? C'est vrai qu'il y a des beaux matchs en ce moment. Non, bien sûr, spéciale Coupe du Monde et spécial match Uruguay-France, puisque ce soir, pour la première fois depuis 2006, eh bien, la France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Et eux, ils ont troqué leur corne de brume et retiré leur poulet en mousse posé sur la tête pour gagner la place autour de la table des informés. Et ce soir, pour cette édition spéciale, nous trouvons Ambre Godillon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste notamment à Yahoo Sport et spécialiste du football. Juan Rosé Dorado, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste espagnol, spécialiste du foot, correspondant à Paris du groupe de presse La Réunion, on va dire ça comme ça. Voilà. Yves Bigot, bonsoir. Directeur général de TV5 Monde. Et Jacques Isabello, bonsoir. Vous êtes communicant, cofondateur de l'agence Coriolink et donc supporter de l'équipe de France avec votre magnifique bonsoir Jean-Mathieu, j'ai gardé le maillot. Exactement. Allez, tout de suite pour prendre le pouls, on va partir en Russie, à Nijni Novgorod, rejoindre Jacques Vendroux. Bonsoir Jacques. Jacques Vendroux, est-ce que vous m'entendez? Jacques Vendroux? Alors, pour l'instant, on ne l'a pas tout de suite. On va pas l'avoir tout de suite, Jacques Vendroux. Je pense qu'il célèbre encore un peu trop, sûrement, la victoire de l'équipe de France. Alors, rapidement, au départ, on s'est aperçu une chose quand même, Ambre Godillon, ce soir, la victoire sur l'Argentine, c'était pas un accident, alors? Non, c'était absolument pas un accident. On va dire que toute la phase de préparation, les amicaux, on a eu des doutes. Les phases de groupe, on a eu de gros doutes sur cette équipe de France. Et je pense que là, depuis qu'ils sont rentrés en phase finale, huitième de finale, quart de finale, cette équipe de France a changé de visage. Elle mérite amplement sa victoire. Il y a pas de discussion et je pense qu'on va peut-être lui chercher des pouces ce soir, mais pas beaucoup. Justement, Yves Bigot, c'est vrai qu'on se souvient au début, vous étiez venu, on avait parlé de cette Coupe du Monde qui s'ouvre et vous nous aviez dit il ne faut pas juger forcément une équipe sur les phases préparatoires. Jamais. Et surtout pas sur les phases de poule, parce qu'en fait, c'est la vraie Coupe du Monde, elle commence à partir des matchs éliminatoires. Donc, on a vu les vraies équipes, en bien comme en mal, à partir de ces huitièmes de finale. Et donc la France, c'est logique, les grandes équipes, et la France en est une, elles sont préparées pour être physiquement, mais aussi mentalement, en forme à partir en vrai des quarts de finale. Ouais, alors il faut passer le huitième, évidemment. C'est vrai. Et être sorti des poules, parce que les Allemands n'y sont pas parvenus. Mais n'empêche, c'est à partir de là qu'elles deviennent bonnes, qu'elles jouent vraiment leur jeu. Puis il y a un truc, c'est que c'est pas des équipes de club, donc c'est pas des gens qui jouent ensemble toute l'année. Donc évidemment, à chaque match, l'équipe, elle se connaît mieux, elle se trouve mieux. Si elle fonctionne bien, si c'est une équipe qui fonctionne mal, et on en a vu dans cette Coupe du Monde, c'est l'inverse, elle se délite au contraire au fil des matchs. Mais là, l'équipe de France, on voit vraiment que sa cohésion et le jouer ensemble, en fait, s'améliore de rencontre en rencontre. Allez, sur place, on va rejoindre cette fois-ci Jacques Vendroux. Bonsoir Jacques. Bonsoir mes amis. Alors, vous êtes rassuré pour l'équipe de France? Ah bah oui. Ça y est? Ah oui, quand même, attendez, vous êtes demi-finaliste de la Coupe du Monde de football pour la 6e fois dans l'histoire du football français, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et vous avez toutes les chances de rencontrer soit le Brésil, soit la Belgique en demi-finale, mardi à Saint-Pétersbourg à 20h. Et puis aujourd'hui, je crois que tous vos invités sont d'accord avec moi, ça a été un match d'hommes. Un match où ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Jacques, un match d'hommes? Ça veut dire que tout le monde s'est mis des claques, tout le monde s'est mis des coups, tout le monde a respecté un peu l'environnement des 90 minutes d'un quart de finale contre des Sud-Américains qui, vous le savez aussi bien que moi, ont un petit peu tendance à manipuler entre guillemets. Ils ont mis des coups, on a rendu, on s'est bien conduit, il y a eu quelques embrouilles sur le terrain. C'était un vrai match. Voilà, c'était un vrai match très compliqué. Pas engagé, très engagé. D'accord. Vous-même, vous l'avez vécu dans le centre de presse, Jacques Vendroux, quand la France a marqué son premier but. Ah non, on l'a commenté en tribune de presse. Quelle était cette ambiance quand la France a marqué son premier but? Je crois que tous les commentateurs étrangers, excepté les Uruguayens, étaient contents parce que la France a une très belle image ici en Russie. Très franchement, il y avait 20 000 supporters uruguayens dans le stade de 45 000 personnes. Il y avait malheureusement que 2 ou 3 000 supporters français qui avaient fait le déplacement. Le reste, c'était des Russes qui étaient complètement, pour l'équipe de France de football. L'équipe de France de football, elle plaît. Elle plaît parce que les joueurs se donnent. Et comme disait tout à l'heure un de vos invités, elle a fait des matchs moyens en qualification, mais ça, c'est toujours comme ça. Après, il y a des matchs durs contre l'Argentine. Et puis aujourd'hui, c'est le final, pour se retrouver en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais très honnêtement, ça serait idiot de se retrouver en demi-finale de la Coupe du Monde de football
de faire le match de classement 3e et 4e place le samedi qui n'intéresse personne. Donc je pense très honnêtement que les Français vont aller jusqu'au bout. Je l'espère. Allez, en tout cas, Jacques Vendroux, on vous retrouve tout à l'heure pour refaire un petit point. Juan José Dorado, alors ces équipes d'Amérique du Sud que vous connaissez bien, finalement, elles sont combatives, violentes, agressives? Elles sont physiques, c'est un jeu rugueux, c'est vrai, et parfois très nerveuses, comme on l'a vu aujourd'hui. On a vu là, en effet, il y a eu une petite bagarre. De match, oui. Mais c'est des équipes où le football, c'est des pays où le football est quelque chose qui est intrinsèque à eux-mêmes, et donc ils ne vivent que pour le football. Jacques le disait, quand vous avez 20 000 Uruguayens qui sont en Russie, vous vous dites, il faut être vraiment fou pour faire ce voyage, pour suivre son équipe. Oui, Godillon, quand vous voyez finalement, c'était une équipe compliquée à jouer parce que forcément, quand on s'y connaît pas forcément en football, on se dit l'Argentine, c'est un nom qui nous parle tout de suite. Est-ce que l'Uruguay aussi dans l'histoire, c'est important? C'est une grande équipe, véritablement? Oui, bien sûr. Déjà, l'Uruguay a 4 étoiles sur son maillot. Elle ne les a absolument pas volées. C'est une équipe, comme vous le dites, juste avant, qui meurt sur le terrain. Ils sont connus, ce sont des soldats, c'est-à-dire qu'ils ne lâchent rien. Et oui, elle était redoutée surtout pour ça, pour l'équipe de France, parce que ce sont des joueurs déjà en plus qui évoluent pour la plupart en Europe, qui sont très réputés pour leur rugosité. Et ils sont, ce sont des soldats. Après, je pense que l'équipe de France ne les a pas sous-estimés, mais elle a répondu présent dans tous les domaines. On avait peur d'eux parce que c'était la défense, notamment. La défense, ouais, le mur. C'est une équipe, par exemple, dont le style est redouté par l'équipe de France, très défensive, dans l'engagement physique. Elle a répondu présent partout, dans l'engagement, dans le physique, dans la nervosité, dans la technique. Rien à dire. Allez, dans un instant, on partira en Uruguay, voir justement comment cela a été vécu comme match, notamment dans un lycée français où un proviseur a organisé. Voilà, alors même si je ne sais pas si c'est déjà les vacances, mais les élèves devaient être très contents. Je ne sais pas pourquoi. On va en parler de tout ça dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme. La France en route pour la demi-finale du mondial de Russie et dans les valises, cette victoire 2-0 face à l'Uruguay. Premier but de Raphaël Varane, le second signé Antoine Griezmann. Les Bleus connaîtront leur adversaire après la confrontation en ce moment entre le Brésil et la Belgique depuis le stade de Kazan. Le procureur de Nantes demande ce soir la mise en examen du policier qui a tué un jeune mardi soir. Il annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En garde à vue, le CRS a reconnu aujourd'hui un tir accidentel. Il avait évoqué dans un premier temps la légitime défense. La Chine dépose une nouvelle plainte à l'Organisation mondiale du commerce contre la guerre commerciale entamée par les États-Unis. Washington a taxé pour des dizaines de milliards de dollars de produits chinois, l'équivalent de 29 milliards d'euros. Pékin a riposté quelques heures plus tard en taxant des produits américains. 78,8% des candidats ont décroché leur bac cette année. C'est une hausse de 0,2% selon les chiffres du ministère de l'Éducation, avec 80,8% d'admis en filière générale, 77,7% pour les bacs technologiques. Et puis les premiers départs en vacances, non sans difficulté pour les clients du train, suite de la grève demain à la SNCF. Et la direction confirme la circulation entre autres de 4 TGV sur 5, 8 TER sur 10. Et toujours ces gros retards ce soir, gare du Nord à Paris. La panne de signalisation doit être réparée en début de soirée. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait sur les coups de 16 heures. Peut-être vous vous êtes promené dans Paris et peut-être avez-vous vécu une expérience survivaliste. C'est l'impression d'être seul, voilà, dans votre ville où autour de vous il n'y avait plus personne. C'est normal, tout le monde était rivé car la France a gagné sa place en demi-finale en battant l'Uruguay 2-0. Et justement, en Uruguay, comment cela a été vécu? Alors, sur place, on va aller rejoindre Bernard Moga. Bonsoir Bernard Moga. Bonsoir. Vous êtes proviseur du lycée français Jules Supervielle à Montevideo et vous avez organisé une retransmission du match au lycée. Justement, vous avez fait ça. Quelle était l'ambiance sur place? Alors oui, on a organisé ça comme match d'ailleurs joué par l'Uruguay et la France. Donc il y avait permission des élèves de ne pas être en cours et on a même organisé effectivement dans le gymnase aujourd'hui sur un grand écran, avec la présence de l'ambassadeur de France, de la communauté française et des élèves, la retransmission du match. D'accord. Alors comment ont été vécus les buts à chaque fois? Est-ce que les élèves se sont lâchés? Le fait qu'ils n'aient pas cours aujourd'hui, ça a dû les soulager, non aussi? Alors bon, donc pas cours aujourd'hui, effectivement. Puis en plus là, on a les vacances, et c'est pas les grandes vacances, nous, ouais. C'est les vacances d'hiver. On est dans l'hémisphère sud qui vont commencer. Alors comment on a vécu ça? Alors mais c'est un petit peu bizarre parce que on était plutôt en terrain adverse. 95% de mes élèves avaient le maillot de la Céleste,
que mes élèves sont uruguayens ou franco-uruguayens, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas connu, vous voyez, les grands goals à la sud-américaine. D'accord. Chaque fois que l'équipe marque, c'était plutôt O ou A. Mais je suis très content de mes élèves. Ils ont été quand même très très fair-play. Je crois que tout le monde a reconnu, en tout cas en deuxième mi-temps, la supériorité de l'équipe de France. Et quelque part, le fait, je dirais, être battu par la France et par la qualité de cette équipe a rendu peut-être la défaite un petit peu moins amère. Une chose encore, Bernard Moga, il reste une équipe de cette région du monde, c'est le Brésil qui joue ce soir. On va aller dans un instant voir contre la Belgique. Est-ce que en Uruguay, on soutient maintenant les Brésiliens ou pas ? Alors, c'est la vraie question. Est-ce qu'on va avoir la solidarité sud-américaine ou plutôt, j'allais dire, le soutien de l'équipe qui vient de gagner? On verra. Au niveau du lycée, je pense que mes élèves vont soutenir la France, c'est une évidence. Après, je ne sais pas, les avis sont très partagés. Merci beaucoup en tout cas Bernard Moga, vous êtes proviseur du lycée français Jules Supervielle à Montevideo. Merci pour votre témoignage tout de suite. Ah oui, ça file ce soir, on va partir tout de suite à Kazan, rejoindre Franck Ballanger dans le match Brésil-Belgique et la Belgique vient d'ouvrir le score. Oui, sur un but contre son camp du défenseur Fernandinho, un tout petit peu contre le cours du jeu parce que jusque-là il y avait eu de nombreuses occasions pour le Brésil et notamment un poteau de Thiago Silva, le défenseur du Paris Saint-Germain. Mais là les défenseurs brésiliens sur ce corner belge, eh bien ils se sont gênés et c'est Fernandinho qui a poussé la balle dans le but d'Alisson Becker. C'est important, ça fait 1-0 pour la Belgique et c'est seulement le deuxième but encaissé par les Brésiliens depuis le début de la compétition. Le banc belge, le banc des Diables Rouges a exulté et les Brésiliens vont devoir maintenant faire l'effort. Ils étaient légèrement favoris avant le début de la rencontre. Maintenant, eh bien, ce sont les Belges qui tiennent les rênes. 15e minute de jeu, 1-0 pour la Belgique. Merci Franck Ballanger, on vous retrouve très vite bien sûr. Alors, avant d'avoir votre avis, Jacques Isabello, mais forcément je me tourne vers vous, Ipigo sur la Belgique, c'est votre équipe de cœur. Avec la France, bien sûr, avec la France. Oui. Mais là, on vous a vu exulter littéralement, puisqu'on vous dit tout, on regarde le match en même temps qu'on vous parle, et vous n'écoutiez pas du tout ce que disait ce proviseur à Montevideo. Si, bien sûr, d'autant que nous, on travaille beaucoup, bien sûr, justement, pour l'apprentissage du français en Uruguay. On a beaucoup d'amis là-bas, l'ambassadeur Omar Meza, etc. Mais là, il y a eu une priorité. C'était une sacrée scène, en tout cas, de le voir étouffer sa joie. On va le dire. Oui. Voilà, là, il y a eu un corner donc, pour la Belgique, suite à un tir très dangereux de Fellaini. Et sur le corner, j'ai eu l'intuition que sur le corner, ils allaient marquer. En fait, c'est un défenseur brésilien qui marque de l'épaule contre son camp. Mais s'il prend pas le ballon, c'est Alex Witsel qui marque de la tête. Ça veut dire quoi maintenant, dans ce genre de situation, Juan Rosé, on fait quoi en bloc? On bloque. Pas à ces moments du match. Si on était en deuxième mi-temps, oui, pourquoi pas. Et puis, c'est pas la Russie, c'est le Brésil. Oui, non, mais c'est la Belgique. C'est pas son système des jeux. Elle va juste garder son système et essayer de contenir les Brésiliens qui vont perdre peut-être patience. Alors, Jacques Isabello, vous l'avez regardé le match France-Uruguay tout à l'heure. Regardez, je suis pas venu avec le maillot juste pour la déco. On voit quand même que pour les auréoles sous les bras. On voit que pour la première fois depuis le début de la Coupe du Monde, il y a du monde ce soir, notamment sur les Champs-Élysées à Paris. En France, on commence à se manifester. Ça veut dire que de nouveau, on retrouve cet engouement populaire propre à une équipe de football, comme on a pu le vivre en 2006, comme on a pu le vivre bien sûr en 98. Alors, Jacques Vendroux était là tout à l'heure, et pendant toute cette période de préparation de la Coupe du Monde, il a raconté 98. Tous les matins, il nous donnait rendez-vous. Exactement. Et rappelez-vous, en 98, la ferveur, elle a mis du temps à monter. C'est arrivé à partir des 8e, quarts de finale. Les Français étaient là, c'était assez populaire. Après 98, les joueurs sont devenus des stars internationales. Les joueurs ont commencé à fréquenter et voire même fréquenter même un peu plus, à se marier avec des jeunes femmes qui étaient des stars de cinéma, des chanteuses, des mannequins. Parce que pour faire la liaison avec ce que disait le professeur de lycée, ce sport, c'est un sport qui fabrique de la cohésion nationale. Dans les entreprises, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, moi, dans mon entreprise? À 16h, on a dit... On va dans un bistrot et on va tous regarder. Bien sûr. Les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'en foutent de savoir si on est France Insoumise ou UDI ou je ne sais trop quoi. On est supporters de l'équipe de France. Il y a besoin de marquer cette ferveur et
lors de cette Coupe du Monde, ça y est, on est tous français, on a acheté des maillots beaucoup plus tôt, on a mis des drapeaux à nos fenêtres beaucoup plus tôt qu'en 1998. Et ça fait partie de cette Coupe du Monde. Et il faut vraiment dire que la cohésion nationale, c'est le drapeau, c'est cette équipe de France, c'est le chant de la Marseillaise. Et tout ça est très important, que ce soit à Montevideo ou que ce soit à Paris. Vous le sentez aussi, ça, Anne Godillon ? Oui, je le sens. Et il y a aussi d'autres explications qui peuvent expliquer le fait que cette équipe de France, enfin la France, a mis du temps à se mobiliser derrière ces Bleus. C'est aussi le visage qu'elle a montré lors des matchs amicaux, lors de la phase de groupe. On a vu une équipe qui semblait pas aussi mobilisée. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie, de la part d'une population de la France, de soutenir une équipe qui ne se damne pas sur le terrain, qui ne donne pas tout, qui n'est pas à fond dans l'engagement ? On avait l'impression qu'ils levaient le pied. Là, quand on a l'impression que les joueurs donnent tout pour leur pays, quand on a l'impression qu'ils ont envie de sortir les drapeaux, quand on entend N'Golo Kanté dire qu'il a envie de suer dans le maillot de l'équipe de France, eh bien on a envie de les aimer, ces Bleus-là. Et surtout le match France-Argentine qui a été une libération, parce qu'il a succédé à ce match terrible France-Danemark qui était d'un ennui effrayant. Quoi. Et puis l'ascenseur émotionnel, voilà. Non mais l'Argentine, le match face à l'Argentine, c'est un match à référence, parce que c'est vrai, les 3 premiers matchs, on sait tous que c'est très compliqué, on peut perdre un mondial, on peut pas peut-être le gagner, mais on peut le perdre. Et c'est vrai que face à l'Argentine, ils ont montré tout ce que tout le monde attendait. Alors la ferveur, c'est peut-être aujourd'hui sur les Champs-Élysées, même en venant ici en studio, on voyait les voitures avec les drapeaux qui klaxonnaient partout dans Paris. C'était moi. Mais c'est en fait ce match face à l'Argentine qui a réveillé les Français et tous les supporters. Oui, Yves Bigot, ce match, il est fondateur véritablement, la France-Argentine. Alors oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la France n'est pas un vrai pays de football dans le sens où c'est le cas en Espagne, ou en Italie, ou en Amérique latine, etc., où les gens vivent pour le football toute l'année, jour et nuit, ils en rêvent, et ils parlent que de ça, etc. Donc en France, on s'enthousiasme à des moments précis. C'est-à-dire qu'on n'est pas derrière les équipes, je parle de la nation entière. Et donc, il faut qu'il y ait un déclic. Vous avez raison, en 98, mais même le 8e de finale contre le Paraguay, personne ne savait même où était le Paraguay. Non, mais tout le monde s'en fout. C'est à partir du quart contre l'Italie, parce que c'est l'Italie. Alors, d'un seul coup, on s'en s'enflamme de tir au parce but, que en c'est plus, l'Italie. terrible. Là, alors qu'on joue contre l'Argentine, en fait, on joue contre Messi aussi. Donc ça, évidemment, ça a attiré l'attention parce qu'on joue contre le plus grand joueur du monde. Donc les gens s'intéressent. Et effectivement, c'est un match émotionnellement phénoménal. Moi, je l'ai regardé à Ottawa, ce match. Voilà. C'est aussi parce qu'il soulève les cœurs qu'il arrive autant à réunir les gens. Bien sûr. Et donc, comme c'est un match très émotionnel, ça y est, là, la France, elle est soulevée. Puis là, ce soir, effectivement, moi, j'ai eu du mal à venir vous rejoindre parce que la place de l'Étoile, il n'y a que des gens avec des drapeaux français. Allez, on va continuer à en parler. Dans un instant, l'info à 20h20, Stéphane Milhomme. La victoire de la France est méritée. Je suis très fier des Bleus pour le sélectionneur Didier Deschamps. La France s'est qualifiée cet après-midi pour les demi-finales de la Coupe du Monde de foot en Russie. 2-0 sur l'Uruguay. La Belgique mène actuellement 1-0 sur le Brésil dans l'autre rencontre. Du chlore a bien été utilisé dans l'attaque chimique présumée du 7 avril dernier à Douma en Syrie. Les conclusions d'un rapport provisoire des experts de l'OIAC. Ils ne trouvent aucune trace d'agent innervant dans les échantillons. Ils s'étaient rendus quelques jours plus tard dans la zone pour faire des prélèvements. Selon l'opposition syrienne, cette attaque avait fait des dizaines de morts. Après l'accident de l'Airbus d'Égyptair en mai 2016 et la mort de 66 passagers et membres d'équipage au-dessus de la Méditerranée, le Bureau français d'enquête et analyse privilégie ce soir un incendie dans le poste de pilotage, une hypothèse en dépit du fait que son homologue égyptien avait annoncé la découverte de traces d'explosifs sur des restes humains. Cédric Héroux salue une victoire pour la France et pour la République française. Les sages consacrent le principe de fraternité pour que les aides désintéressées aux migrants ne soient plus passibles de poursuites. Ce militant niçois s'était retrouvé plusieurs fois en correctionnel avec d'autres pour avoir aidé des réfugiés. Et puis en raison d'un pic de pollution, le stationnement sera gratuit demain à Paris. Vous prendrez les transports en commun ou encore le vélo. D'autres mesures complémentaires pourraient être prises ces prochains jours si la pollution perdure. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, Nijni Novgorod, un nom très difficile à dire, vraiment presque un fantasme d'orthophoniste, et pourtant c'est là où la France a marqué les esprits aujourd'hui puisqu'elle s'est qualifiée face à l'Uruguay 2-0 et a ainsi empoché son ticket pour la demi-finale, et forcément ça réjouit un sélectionneur, il s'appelle Didier Deschamps, on l'écoute, c'était juste après le match. En tous les cas, ça ne sera pas une Coupe du Monde ratée, ça c'est sûr.
Voilà, maintenant on va attendre notre adversaire, il joue après nous. Vous préférez lequel? Oh, il y a longtemps que j'ai pas de préférence. On verra bien ce qui se passe. Nous aujourd'hui, l'important c'est qu'on n'a pas eu de blessés, on n'a pas eu de deuxième carton jaune aussi. Je vais récupérer Blaise, donc j'aurai tout le monde disponible en principe pour la demi-finale. Elle vient vite, hein. C'est dans 4 jours, c'est bien qu'on a 6 jours. Là, on va en avoir 2 de moins. Voilà le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Juan José Dorado, ce sélectionneur, il est comment? Il est particulier ou pas? On l'a vu très tactile avec ses joueurs, très proche de ses joueurs, très paternel en fait. Hein. Il est tout à fait particulier déjà parce qu'il surprend parfois. Nous en Espagne, souvent quand on le regarde, on se dit, en fait, c'est vrai, c'est un ancien milieu défensif, donc on le trouve assez conservateur. mais c'est quelqu'un qui est très bien perçu, par exemple, du côté de l'Espagne, parce que souvenez-vous, il a terminé sa carrière des joueurs à Valence, en Espagne. Oui. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui est assez connu là-bas. Mais c'est vrai qu'il arrive à nous surprendre. Déjà, il y a 4 ans, quand la France est tombée face à l'Allemagne, à l'époque, il disait déjà, on va certainement dans 4 ans aller un palier plus loin. Chose faite. La France est en demi-finale. Alors, Ango Dillon, cet homme, Didier Deschamps, est-ce qu'il surprend ou alors finalement il n'y a pas de surprise? On pouvait penser qu'il pouvait donner des bons résultats. Est-ce qu'il a été critiqué d'ailleurs au départ? Oui, il a été vivement critiqué parce que justement, oui, on le dépeignait comme un conservateur parce qu'il faisait souvent confiance à ses hommes cadres. Or, il a prouvé durant cette Coupe du Monde qu'il déjouait tous les pronostics. On imaginait qu'il y avait des latéraux indéboulonnables. Il a réussi à mettre des petits jeunes qu'on ne voyait pas venir 2 mois avant. Il y a un N'Golo Kanté à qui il a fait confiance depuis l'Euro, qui est juste absolument monstrueux dans cette Coupe du Monde. J'ai l'impression que vous l'aimez beaucoup, N'Golo Kanté. Parce que ah oui, N'Golo Kanté, oui, je l'aime beaucoup et encore plus. Voilà, pour moi, c'est un grand monsieur et encore plus après ce match. Et voilà, il a réussi à lancer un Corentin Tolisso à qui il a fait confiance durant des amicaux. Il en fait presque un titulaire. Un Ousmane Dembélé qu'on n'avait pas vu pendant 8 mois, il arrive à le faire jouer. Mbappé a seulement 19 ans, il en fait l'une des pièces maîtresses de son jeu. Finalement, le conservateur n'a pas été conservateur durant cette Coupe du Monde et quasiment tous les coups sont gagnants. Ouais. Donc on ne peut que saluer ça. C'est marrant d'ailleurs la figure du sélectionneur. Comme d'un coup il devient presque le père de la nation le temps d'une compétition. C'est un manager exceptionnel parce qu'aujourd'hui on voit le bon côté des choses, mais Didier Deschamps il a vécu des choses difficiles. Déjà souvent dans sa carrière c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu venir. On ne lui a jamais accordé le sérieux, la flamboyance de certains. Rappelez-vous que ce soit à Marseille. Il n'y a pas grand monde qui sait que c'est le type qui a le plus beau palmarès du football français quand même. Ouais. Hein, c'est, je veux dire, devant Zidane, devant Platini, devant tout le monde. Et puis, il a vécu des choses difficiles. Il a fallu quand même encore expurger Nijna. Hein, ça n'a pas été totalement donc des joueurs en Afrique du Sud. Deuxièmement, il a vécu quelques crises assez dures, et notamment les crises Benzema. Ouais. Hein, parce que Didier Deschamps a fait confiance à Benzema, et puis après, d'un coup, on l'a traité de raciste parce qu'il a enlevé Benzema. Benzema, ça a été une affaire politique avec Manuel Valls, qui s'est permis, non pas de se déclarer à la mairie de Barcelone, mais de nous dire qu'il ne voulait plus de Benzema en équipe de France. Et donc, ce sélectionneur, il a fallu, encore une fois, qu'il assure cette cohésion avec cette image du vainqueur de 98, mais de quelqu'un qui avait tout approuvé parce qu'il n'était pas flamboyant. On aime les équipes flamboyantes. Le Brésil nous redoute parce qu'ils disent vous savez pas gagner, mais vous avez un jeu qui est extraordinaire. Bon, ce qui est faux aujourd'hui. Et Didier Deschamps, il faut qu'il reconstruise tout ça et un peu à la Aimé Jacquet, qu'il devienne une espèce de totem si jamais on arrivait en finale à minima. C'est ça, Yves Bigot. Il a réussi finalement aussi à fédérer autour de lui ses joueurs. On voit des joueurs assez jeunes. C'est une figure aussi peut-être pour eux dans l'histoire du football français, non? Ça sert. On imagine. Bien sûr, c'est sans doute assez malin de sa part d'avoir justement. C'est un pari. Beaucoup de jeunes. Une équipe aussi jeune. La deuxième équipe la plus jeune de ce mondial après le Nigeria. C'est un gros pari. C'est ça. Parce que soit vous gagnez, soit évidemment si vous vous faites sortir, on va vous dire évidemment, il fallait prendre des joueurs d'expérience, etc. Ils ont 25,6 ans contre 26,7 pour leurs aînés. Deschamps, il avait 29 ans en 98. Voilà. Ouais. Mais Didier Deschamps aussi, il y a sa chance légendaire. Pas le formuler comme ça. N'oublions pas quand même que la France est en demi-finale aujourd'hui, mais elle vient d'une finale. Celle des 2016, parce qu'il y a eu 2014, un quart de finale, mais il y a l'Euro 2016 où la France est en finale. Ouais, c'est ça, contre le Portugal. Il y a tout un parcours logique dans la construction qu'il a fait de son équipe. Ibigo, vous vouliez terminer? Non, simplement, alors déjà l'Euro qu'on aurait dû gagner, parce que la finale contre le Portugal, non mais c'est vrai. D'ailleurs, le tir de Giroud à la dernière minute, il doit être au fond, on prend un but parce que Lloris s'est blessé, donc il ne peut pas se lancer sur ses appuis, sur le but qu'il prend. Mais Ronaldo s'est blessé aussi, donc
bon. Oui, c'est vrai. Mais ça, on l'a même aidé un tout petit peu. Mais ça a soudé les Portugais, justement. Vrai, Je pense que ça a beaucoup joué pour leur victoire. Non, mais Didier Deschamps, effectivement, c'est un entraîneur parce qu'il a passé sa vie de joueur, comme d'ailleurs Zidane, à observer comment les entraîneurs jouaient, quels étaient les systèmes de jeu des équipes. Et comme il est passé par de très grandes équipes, y compris l'équipe de France, mais des très grands clubs, et bien lui, il a passé sa carrière à étudier comment on devenait un grand entraîneur. Et les deux, que ça soit Zizou ou lui, ils sont bien arrivés. On va continuer à en parler dans un instant de tout ça, de cette victoire et de l'avenir de l'équipe de France. C'est un spécial, France-Uruguay dans les informés de France Info. On revient dans quelques minutes. Restez connectés à France Info sur tablette et smartphone. Téléchargez l'application France Info, écoutez la radio en direct, regardez les vidéos et abonnez-vous aux alertes pour ne rien manquer de l'actualité. Franceinfo.fr, c'est aussi votre site d'information en continu et des infos à partager sur tous les réseaux sociaux. France Info. France Info Météo, avec CIC et vous, pour ne pas avoir à choisir entre l'humain et le digital. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac. Du très beau temps pour ce week-end. Demain, du soleil au programme. Dès le matin, peut-être quelques nuages bas sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, vite oubliés. L'après-midi, ça pourrait tourner à l'orage sur le sud des Alpes, l'intérieur de la Provence ou les Pyrénées. Une averse sera possible sur la montagne corse. On n'oublie pas le Mistral, il soufflera jusqu'à 50 km à l'heure. Le matin, comptez 13 à 17 degrés le plus souvent, 20 à Paris, 20 à 23 pour le sud-est. L'après-midi, il va faire chaud, 26 degrés à Brest, 28 à Honfleur et Strasbourg, 31 à Lille, Tours, Grenoble et Agen, 32 à Paris, à Toulon, 35 à Nîmes. Dimanche, toujours beaucoup de soleil, un petit risque d'orage sur les Pyrénées, le sud des Alpes et le relief corse. Il fera un peu plus chaud encore avec 28 degrés à Brest et Colmar, 30 à Lille, 31 à Lyon, 32 degrés à Paris et Angers, 33 à Cognac et Toulouse, 35 à Perpignan ou Marseille et 36 degrés à Nîmes. Au large comme sur la plage, les sauveteurs en mer sont toujours prêts à vous secourir. Soyez prêts à les soutenir. Faites un don aux sauveteurs en mer sur jesoutiens.snsm.org. France Info. Ouvrez l'info. Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Les Bleus dans le dernier carré, la France qualifiée pour les demi-finales du Mondial 2018 de foot en battant cet après-midi l'Uruguay 2-0, but de Varane et de Griezmann. Les Bleus qui affronteront mardi le vainqueur du match de ce soir, Brésil-Belgique à Kazan. 20 ans après le sacre de 98, les hommes de Didier Deschamps touchent du bout des doigts leur rêve de deuxième étoile mondiale. Pour connaître cet adversaire, il va donc falloir patienter un petit peu. Et ils n'étaient pas les favoris, mais ce sont bien les Diables Rouges qui ont ouvert le score juste après le début du match, Franck Ballanger. Un corner et un but contre son camp de Fernandinho dès la 13e minute, effectivement. 1-0 pour la Belgique et ce n'est pas immérité parce que pour l'instant c'est joga bonito comme on dit au Brésil, le beau jeu mais pour la Belgique avec notamment un petit pont de Romelu Lukaku dans la surface de réparation sur Miranda, le capitaine brésilien. Ensuite il y a eu un grand pont de Hazard sur Fernandinho au milieu du terrain. Vraiment cette équipe de Belgique, elle joue crânement sa chance, elle tente tout. Là elle va subir malgré tout un corner venu de la gauche. Beaucoup de monde dans la surface de réparation. On va quand même rappeler qu'il y a eu un poteau en faveur du Brésil avant même l'ouverture du score belge. C'était Thiago Silva, le défenseur du Paris Saint-Germain qui était venu aux avant-postes et qui a poussé les ballons sur le poteau. Attention, le corner, il est tiré. C'est dégagé par Marouane Fellaini pour la Belgique. Une demi-heure de jeu, 1-0 pour les Diables Rouges. Franck Ballanger en direct, merci. Dans l'actualité également, les premiers départs en vacances d'été. Sur les rails, quelques perturbations. 4 TGV et TER sur 5 en circulation. 7 intercités sur 10 et 3 trains franciliens sur 4 circuleront en moyenne demain. Et l'aggravation du score par les Belges. Franck Ballanger revient vers vous. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Joga bonito! Le Brésil! Romelu Lukaku qui part plein champ, il décale sur le côté droit. Kevin De Bruyne, le joueur de Manchester City, n'est pas attaqué. Il arme sa frappe et il marque. Il trouve le but d'Alisson Becker, le gardien du Brésil. 2-0 pour la Belgique. Là, c'est la sensation. Pour l'instant, donc, en demi-finale, ce sera France-Belgique.
Gardez un petit peu de votre voix pour la suite. Merci Franck Ballanger. En France encore, Emmanuel Macron recevra le 17 juillet les dirigeants syndicaux et patronaux pour leur présenter le plan pauvreté mis en place qui reste prévu pour janvier prochain d'après l'Elysée. L'annonce avait été repoussée de quelques semaines et sera donc présentée finalement mi-juillet. C'est ce qu'a annoncé ce matin au Conseil des ministres le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Et puis du foot encore, il était pressenti depuis plusieurs semaines le transfert de Gianluigi Buffon au PSG. C'est désormais officiel. Après Ibrahimovic, Beckham et le Brésilien Neymar, c'est donc une nouvelle tête d'affiche du foot mondial qui s'engage avec le club parisien. L'emblématique gardien italien Buffon signe pour 2 ans, une année plus une autre en option. 20h33 sur France Info. La suite des informés, c'est tout de suite. – 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, oui, spécial foot, on a mis bien nos maillots, enfin certains, on a mis nos shorts, enfin certains également, aussi il doit y avoir une corde de brume cachée quelque part, parce qu'on parle bien sûr Coupe du Monde et la victoire de l'équipe de France cet après-midi contre l'Uruguay. Pour en parler autour de la table, nous trouvons Ambre Godillon, journaliste à Yahoo Sport, également Juan José Dorado, journaliste espagnol, spécialiste du foot, correspondant à Paris du groupe de presse La Réunion, Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, et Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Corio Link. On parle bien sûr de ce match France-Uruguay. Ça y est, la France est qualifiée en demi-finale. C'est vrai que Ambre Godillon, au départ, quand on a vu le match, tout à l'heure, on parlait de match dur, difficile, viril. Est-ce qu'au final, vous avez trouvé... C'est vrai que ce qui peut marquer, c'est la différence physique d'ailleurs entre les Uruguayens et les Français. On a vu des Uruguayens qui étaient quand même très physiquement très affûtés, quoi. Et très affûtés au départ. Et on a vu un maillot arraché, etc. Ils sont très athlétiques. Et ils sont très athlétiques par rapport aux Français. Ils jouent comment, sévère, on peut dire ça, les Uruguayens? Oui, ils jouent au contact physique. Il y a aussi les petits coups de vis, bien au-delà même de leur athlétisme. Ils sont connus pour ça. Et on l'a vu, on s'attendait à ce genre de match, à cette physionomie. On s'attendait à ce que les duels soient rugueux, à ce que les Français soient également au rendez-vous. Et ils l'ont été dans les duels. Ils ont eu la possession. Ils ont montré beaucoup d'engagement physique. Et ils ont été au rendez-vous nerveusement aussi, parce qu'ils ont été très très sollicités par les Uruguayens. Et ils n'ont jamais répondu. Ils sont toujours restés concentrés. Ça a été aussi ça le maître mot des Français, des Bleus, de rester concentrés, patients également, parce qu'il fallait détourner ce bloc qui était difficile. Ils l'ont fait très 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 bien. Ce qui est incroyable, Juan José Dorado, c'est tout à l'heure Yves Bigot parlait de match France-Argentine en disant c'était la France contre Messi. Oui. Et là, il y avait un homme qu'on attendait, forcément, c'était Cavani. Cavani qui joue au Paris Saint-Germain, qui n'était pas là, et on a pu voir à quel point un homme peut tout changer, non? Alors on verra pourquoi après. Il n'est pas d'accord, mais la réalité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que là ça aurait pu être la France contre Cavani comme ça a été la France contre Messi, non? Bon, sauf qu'il y avait Luis Suarez qui était aussi sur le terrain, et Luis Suarez était orphelin de Cavani aujourd'hui. Donc on a vu l'Uruguay de Cavani n'est pas le même que sans Cavani. J'ai encore Estuani qui est un joueur, qui est un beau joueur, mais qui ne pourra jamais remplacer un Cavani. Donc non, Cavani c'est un plus pour cette équipe de l'Uruguay. La France a bien profité, mais c'est surtout, comme disait Anne, c'est le fait d'avoir maîtrisé parfaitement ce match, et la France a réussi à imposer son jeu, ce qui n'était pas si évident au départ. Ambre, ça n'aurait pas changé pour vous, Cavani, c'est ça, s'il était présent sur... Pour moi, la force de l'Uruguay, c'est que c'est une équipe, c'est pas une somme d'individualité, c'est vraiment un bloc équipe, et pour moi, résumer la performance des Français à l'absence de Cavani, c'est presque insulter le travail et le boulot qu'ont fait les Français durant ce match, ce qui a été extraordinaire. Oui, bien sûr, ça aurait été bonus, on va dire. Non, c'est vrai, Anne, vous avez raison. Ambre. Toutefois, à 1-0, en fait, on était tranquille. D'abord parce que l'équipe de France était souveraine, même si ça a été un match difficile. Mais sans Cavani, on savait, et sans le duo en fait, Suarez-Cavani, parce que c'est le duo qui fonctionne. Un poison. Comme avant avec Forlan d'ailleurs. Parce que l'Uruguay, il faut se souvenir qu'en 2010, ils sont demi-finalistes. C'est eux qui sont en demi-finale en 2010. Mais là, à 1-0, on se dit... L'Uruguay, sa chance, c'était d'arriver à 0-0, d'une certaine façon, éventuellement de choper un penalty ou un tir détourné, ou voir les tirs au but. Mais à partir du moment où la France menait, l'absence de Cavani, et donc qui rompt ce duo très très rodé, extrêmement efficace, on l'a vu en huitième de finale. Cette défense incroyable, on a quand même déjoué cette défense incroyable. Et Godin, Jiménez, la défense de l'Atleti. C'est la force de l'Uruguay. Mais l'absence de Cavani, c'était la garantie que dès qu'on menait,
Et d'ailleurs, ça s'est vérifié. Dès qu'on menait, on était sûr d'aller au bout. Alors on va voir ça parce qu'on va rejoindre justement Jacques Vendroux. Jacques Vendroux, là vous êtes vous toujours bien sûr en Russie. Au centre de presse, tranquillement. Tout voilà exactement. Mais comme voilà tranquillement. Et tout le monde est en train de regarder. Alors, je vous le signale en passant, Belgique. Brésil, vous savez que nous et sommes la informés. Belgique mène quand même 2-0. Mais vous savez que nous le savons, Jacques. Je vous le dis, je vous le dis juste, à votre avis, est-ce qu'on peut faire un parallèle aujourd'hui entre l'équipe de France 2018, il a failli y avoir un but, 2018 et 1998? Ah oui, il y a le même état d'esprit. Oui. Il y a des joueurs qui sont extrêmement brillants. Vous savez, Varane, c'est du même acabit que Laurent Blanc. Je veux dire, ils ont une grande élégance sur le terrain. Ils sont brillantissimes. Alors évidemment, on ne peut pas faire de comparaison avec les autres joueurs de 98 qui sont champions du monde. C'est vrai que là, il y a des équipes, il y a une équipe qui est assez jeune, qui est une équipe, et je l'ai entendu par vos invités, qui est assez complémentaire. Mais je me permettrai d'intervenir dans le débat parce qu'on parle de Cavani, on parle de Suarez, mais il y a un homme, tout à l'heure, qui est un héros. C'est Lloris, qui fait un arrêt incroyable, qui fait un arrêt digne de Gordon Banks, le gardien anglais. C'est-à-dire que à 1-0 pour l'équipe de France de football, les joueurs d'Uruguay, et vous l'avez dit très justement, peuvent très bien égaliser sur un malentendu. Ça peut arriver dans tous les matchs de football. Et là, vous avez cette tête de Godin, de son attaquant, en l'occurrence, qui est Stuani, qui joue à Gérone. L'arrêt, si vous le revoyez au ralenti, c'est un arrêt de classe mondiale. Et il permet à l'équipe de mener 1-0 à la mi-temps et de mettre après un deuxième but. Alors regardez comment sont les histoires de gardiens de but. Vous avez Lloris qui sauve l'équipe de France avec cet arrêt extraordinaire, fabuleux. Et quelques minutes plus tard, vous avez le gardien de l'équipe uruguayenne, Muslera, qui a quand même 100 sélections en équipe de France, qui fait la faute de sa vie. C'est la faute de sa vie. C'est comme Arconada en finale du championnat d'Europe contre la France. Il fait la faute de sa vie. Et donc le rôle des gardiens était très important ce soir. Alors Jacques Vendroux, justement, on va écouter Hugo Lloris. On a glissé notre micro juste après la rencontre et lui, voilà, on va écouter ce héros. Donc Hugo Lloris, un des héros du match France-Uruguay. Voilà comment il a vécu le match, le gardien de l'équipe de France et capitaine bien sûr de l'équipe de France. On l'écoute. Un grand moment, une nouvelle fois. C'est bien, il faut féliciter tout le monde parce qu'on a su réélever le niveau quand il le fallait dans un match difficile, compliqué, à l'arrache et c'est bien. Ça montre le tempérament de notre équipe. Voilà, ça montre le tempérament et c'est le capitaine et c'est vrai qu'il est peut-être aussi l'un des joueurs les plus discrets. Hein, c'est vrai qu'il est assez timide. Il avait besoin de ça. Ce matin encore dans l'équipe, il y avait un papier qui disait qu'il n'avait pas fait un grand mondial. Au penalty, qu'il n'était pas bon également. Si jamais on finissait au penalty, on allait sans doute perdre à cause de lui et on sortait des stats qui n'étaient pas forcément flatteuses. Bon, comme tous les Lyonnais, hein. Yves a dirigé la télé belge, moi je suis un Lyonnais, Tolisso et Lloris ont fait un match tous les deux formidable. Voilà. Allez, on va y revenir dans un instant, l'info à 20h40, Stéphane Milhomme. La France est donc en demi après cette victoire cet après-midi au Mondial de Russie, 2-0 sur l'Uruguay. À suivre depuis 20h, le Brésil face à la Belgique et les Belges dominent pour l'instant 2-0. Le parquet de Nantes requiert la mise en examen du policier qui a tué un jeune mardi soir à Nantes. Le procureur de la République annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. D'autre part, 3 hommes âgés de 20 à 31 ans viennent d'être condamnés à 4 mois de prison avec sursis pour des violences commises mercredi soir à Nantes. Farouk Benabès condamné à 4 ans de prison ferme dans le procès du cyber-djihad. Le tribunal correctionnel de Paris le reconnaît coupable d'association de malfaiteurs. Il était dans les années 2000 à la tête d'un forum sur Internet qui servait d'outil de communication pour les djihadistes francophones. À l'époque, les combats étaient principalement en Afghanistan ou au Pakistan. 78,8% des candidats ont décroché leur baccalauréat à la suite des résultats du jour. C'est une hausse de 0,2% selon le ministère de l'Éducation, avec 80,8% d'admis pour la filière générale, 77,7% pour les bacs technologiques. Et puis il n'y a pas que le mondial dans la vie, il y a aussi la Ligue 1 et ses rendez-vous européens. Le PSG annonce ce soir la signature pour 2 ans du légendaire gardien de but Gianluigi Buffon. Après 17 ans à Turin, le footballeur sera présenté lundi prochain à la presse et surtout aux supporters. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info spécial France-Uruguay. Je vais peut-être être vous au courant que la France est qualifiée pour la demi-finale. On parle également de la Coupe du Monde. Alors, juste une question au départ, Jacques Isabello. Tout à l'heure, vous parliez de l'affaire du Nice-Nal, cette fameuse grève. Et depuis, c'est vrai que les joueurs l'ont beaucoup payé. Est-ce que on voit quand même presque une opération de communication de la part des joueurs? Ils sont beaucoup plus proches du public. Après la rencontre, ils allaient signer des autographes, ce qui n'arrivait pas avant. C'est-à-dire que tout ça est réfléchi. Ah, complètement. Et d'ailleurs, la stratégie de communication de l'équipe de France est rondement menée. Après Nice-Na, on s'est aperçu qu'on avait des gamins qui étaient riches à millions, mais qui étaient extrêmement éloignés de ce public. L'état d'esprit gagne, Black Blamber de l'équipe de 98 s'était complètement évanoui. Et il fallait recréer du lien. Il fallait réapprendre à ces gamins aussi qu'ils ont besoin d'être aimés parce qu'il faut qu'un pays soit derrière vous. Donc, avec les réseaux sociaux qu'ils maîtrise parfaitement bien. Avec les médias, il fallait reconquérir les médias et Philippe Tournon l'a bien expliqué. Donc toute cette stratégie, il a fallu la construire. Elle fonctionne assez bien. Chacun est dans son rôle. Et la nouveauté, c'est les mises en scène au moment des conférences de presse. Entre nous, on peut parler, on parle foot, c'est un peu chiant les conférences de presse, c'est assez technique. Et bien là, maintenant, une espèce de décorum qui s'est mis en place, Adil Rami qui fait son numéro de claquette, les remplaçants qui viennent aussi montrer qu'une équipe s'est parlé pendant les conférences de presse parce que les copains doivent un peu se reposer, voilà, qu'il y a 23 joueurs et que c'est comme ça. Et ils sont vraiment très bons. C'est réfléchi. Mais alors, il y a un joueur, c'est vrai, qu'on voit beaucoup dans les publicités, c'est le joueur peut-être le plus populaire de l'équipe, c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann donc, qui a marqué aujourd'hui avec ce but presque gag, avec ce goal qui n'arrive pas à maîtriser le ballon. Mais peut-être avez-vous été surpris, Antoine Griezmann n'a pas célébré plus que ça son but et il nous a expliqué pourquoi. On écoute Antoine Griezmann. Par rapport aux amis uruguayens que j'ai, voilà, ils sont importants, ils m'ont aidé dans mes premiers pas dans le monde professionnel, donc voilà, je suis respectueux, mais voilà, la joie est là et je suis très très heureux de passer en demi. Alors, Antoine Griezmann, alors c'est vrai que Juan José Dorado, Antoine Griezmann a une histoire particulière avec l'Uruguay, puisque le capitaine de l'Uruguay, c'est le parrain de sa fille. Tout à fait. En fait, quand il est arrivé déjà du côté des Saint-Sébastien, le premier entraîneur qu'il a eu, c'était un Uruguayen. Et donc, il a découvert le maté, il a découvert l'Uruguay. Et c'est vrai que quand il est arrivé à l'Atlético de Madrid, avec Jiménez, avec Godin, il y a une relation très particulière qui s'est établie. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, le parrain de sa fille, c'est Godin, qui était aujourd'hui défenseur central de cette équipe de l'Uruguay. Alors, je comprends très bien qu'il n'ait pas voulu fêter plus que ça le but qu'il a marqué. Oui, alors une chose aussi, là bien sûr on est en train de regarder le Brésil, l'Uruguay a été éliminé. Est-ce que maintenant cette partie du monde soutient le Brésil? C'est très compliqué à dire parce qu'il y a beaucoup d'inimitié du côté de l'Amérique latine. Il faut savoir déjà que pour arriver à ce mondial, l'Uruguay était juste derrière le Brésil. Le premier c'était le Brésil et puis l'Uruguay. Donc il y a beaucoup de disputes entre ces pays et donc je pense que la plupart aujourd'hui sont plutôt français que brésiliens. Et puis Jean-Mathieu, je peux dire juste une chose. On a éliminé le Paraguay. On a éliminé l'Argentine, on a battu le Brésil, on a battu l'Uruguay. Pour les gens qui partent en Amérique du Sud, il faudrait peut-être mettre un maillot italien. On a battu le Pérou aussi. Et on a battu le Pérou aussi. Donc attention ça si vous allez en Amérique du Sud. Ça devenir compliqué. En effet, voilà, il faudra jouer la prochaine fois contre le Guatemala, peut-être. Je ne sais pas. C'est ça qui est ça. Au Mexique. Yves Bigot, en tout cas, voilà, ça reste. C'est une région forcément importante. On le voit quand même là, à la fin de cette Coupe du Monde, c'est l'Europe et l'Amérique du Sud. Ça a toujours été comme ça, quels que soient les progrès du football africain ou asiatique, on voit bien qu'il y a un stade qui n'arrive pas à dépasser. Grosso modo, c'est celui des huitièmes. Mais l'Amérique du Sud, c'est un pays, mais c'est là où le football est le plus vibrant sur la planète. C'est une question de vie ou de mort pour l'opium du peuple, les habitants aussi, parce qu'ils ont eu des dictatures qui ont beaucoup. On se souvient de la Coupe du Monde en Argentine, 78, c'est ça. Mais aussi, c'est un petit groupe de pays aussi. Donc la rivalité est monumentale entre eux. Parce que grosso modo, vous avez le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Chili. Les autres ont du mal à exister. Donc vous imaginez... oui, mais elle n'a pas gagné grand-chose, la Colombie. C'est une bonne équipe, mais elle n'a pas
pas un palmarès. Donc ça se joue tellement la rivalité entre eux. Mais souvenez-vous, il y a 4 ans, quand les Brésiliens se sont fait humilier par l'Allemagne, et tout le Brésil soutenait l'Allemagne en finale pour que surtout ça soit pas les Argentins qui viennent gagner chez eux en plus au Brésil. Vous imaginez? Et puis parce que en même temps, vous avez beaucoup de différences. D'abord, vous avez les pays de langue espagnol. Le Brésil, c'est tout à fait différent. Ils sont de langue portugaise. Le Brésil est un pays qui est beaucoup plus mélangé, beaucoup plus de métis, qui a beaucoup plus, d'ailleurs, respecté les Indiens et les peuples premiers que ne l'ont fait les pays de langue espagnole, etc. Donc, c'est des gens, ils n'ont pas du tout le même feeling. Donc, il y a beaucoup de choses, en effet, qui se mélangent à travers ces parties de football. Les Brésiliens, ils sont vite nostalgiques, ils sont assez cool, ils prennent la vie du bon côté, etc. Alors que tous les Argentins, les Chiliens, les Uruguayens, etc., c'est des gens qui sont beaucoup... Les Mexicains, d'ailleurs, aussi, mais qui sont plus hauts. C'est des gens qui sont beaucoup plus durs. On va voir ce qu'il en est, puisque nous suivons en parallèle la rencontre de nos futurs adversaires. Est-ce que ça sera le Brésil ou la Belgique? Franck Barranger, vous êtes à Kazan. Je crois que c'est la mi-temps, là, c'est ça? Oui, à l'instant, la mi-temps, effectivement. Et 2-0 pour la Belgique. Ce soir, le Brésil joue en rouge. C'est Fernandinho qui a ouvert le score, un but contre son camp du milieu de terrain brésilien après un corner de la Belgique qui a donc trompé Alisson Becker une première fois, le gardien brésilien. Et puis ensuite le chef-d'œuvre de cette première période à la 31e, un déboulé magnifique du puissant attaquant de Manchester United, Romelu Lukaku, qui décale sur le côté droit Kevin De Bruyne. De Bruyne se retrouve face à Marcelo. Le défenseur brésilien temporise, il temporise trop. De Bruyne frappe pied droit, il trouve le petit filet d'Alisson et c'est 2-0 pour la Belgique, bien parti désormais pour rejoindre la France en demi-finale de ce mondial russe. Merci beaucoup Franck Barranger, on aura l'occasion bien sûr de vous retrouver pour cette deuxième mi-temps. Alors Anne Godillon, forcément la question la plus difficile de la soirée, je me tourne vers vous. Qui est le plus simple pour nous à affronter, Belgique ou Brésil? C'est très dur, de toute façon c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Donc, comme de Coupe du Monde même. De Coupe du Monde, pardon. Voilà, vous savez, ça arrive, on peut. Voilà, de Coupe du Monde, le niveau est tel, de toute façon il n'y aura plus que 4 équipes dans le tableau final. A priori, aucune n'est prenable, mais de toute façon, tous les pronostics sont déjoués durant cette Coupe du Monde. Donc c'est difficile pour moi de me prononcer. Vous voyez, j'étais persuadée que le Brésil allait surclasser la Belgique, qui pourtant est une équipe fabuleuse dans ce mondial. J'étais persuadée. Et actuellement, ils sont menés 2-0. La Belgique, d'abord contre le cours du jeu, maintenant semble clairement dominer la partie. Des Brésiliens qui avaient fait un parcours extraordinaire dans ce mondial. C'était l'équipe qui apportait le plus de garanties. On les voyait tous aller jusqu'au bout. Donc j'ai envie de vous dire, je ne sais absolument pas qui j'ai envie que l'équipe de France. Voilà, ne comptez pas sur moi. José Dorado, pour vous, là, c'est une surprise le fait que la Belgique mène 2-0? Ah oui, c'est tout à fait une surprise. Et un avantage pour la Belgique, c'est que la Belgique n'est pas le Japon. Donc je ne vois pas les Brésiliens revenir 3-2 à la fin du match, parce que les Brésiliens ont un problème. Ils sont merveilleux quand ils jouent, mais ils sont capables de partir du match. Et 45 minutes pour marquer 3 buts à cette équipe de Belgique, ça m'étonnerait. Je pense que dans un quart d'heure, dans 20 minutes, les Brésiliens vont complètement perdre le sens de ce match. C'est facile à faire douter. En fait. Psychologiquement, c'est une équipe qui est fébrile émotionnellement. Et à partir du moment où ils perdent le fil du match, si vraiment on arrive à les déconcentrer, à les déstabiliser, c'est une équipe qui est très fébrile émotionnellement. Allez, c'est possible. On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme. 2-0 sur l'Uruguay. L'équipe de France de foot est qualifiée pour les demi-finales de Coupe du Monde. Emmanuel Macron assistera mardi à cette demi en Russie. Une information communiquée par l'Elysée. 2-0 actuellement pour la Belgique face au Brésil. C'est la fin de la première mi-temps. Le procès de l'agression antisémite d'un couple à Créteil en 2014. Les condamnations atteignent ce soir les 16 ans de réclusion. Verdict de la Cour d'assises du Val-de-Marne qui a retenu la qualification antisémite. Les 3 accusés avaient pénétré de force encagoulés et armés dans l'appartement des victimes. L'agresseur principal est également reconnu coupable de viol. 2 anciens bourgmestres rwandais voient leur condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité confirmée en appel par la justice française. Ils sont reconnus coupables d'avoir participé au génocide des Tutsis dans leur village du Rwanda en avril 1994. À l'issue de 2 mois de procès, le verdict est rendu ce soir. Ce procès qui a été filmé pour l'histoire. L'électricité devrait être rétablie en fin de journée dans plus de 90% des foyers. Promesse d'Enedis après les violents orages de mercredi soir en Nouvelle-Aquitaine. Les dégâts les plus importants à réparer se situent en Dordogne. Et puis plus de 35 000
personnes ont été accompagnées dans le dispositif de lutte contre le renoncement de soins. Annonce ce soir de la Caisse nationale d'assurance maladie. Dispositif mis en place depuis 2014 dans le Gard et maintenant l'ensemble des départements français. Il s'agit d'aider les personnes qui n'auraient pas les moyens de se faire soigner et d'avancer les frais. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info. Mais qui la France affrontera-t-elle en demi-finale de Coupe du Monde? Ça sera mardi à 20h à Saint-Pétersbourg. Est-ce que ça sera le Brésil ou la Belgique, puisque les Bleus se sont qualifiés en battant l'Uruguay cet après-midi? Yves Bigot, forcément, un match qu'on peut imaginer, parce que pour l'instant, la Belgique mène 2-0. Un match entre francophones qui serait France-Belgique. C'est pas arrivé en Coupe du Monde, j'ai noté depuis 86, voilà, depuis 1986. France-Belgique. Voilà, France-Belgique pour la troisième place. Forcément, c'est une affiche qui serait un peu folle, parce que c'est vrai qu'on n'y pensait presque plus à ces France-Belgique. C'est vrai, c'est une affiche très vintage, mine de rien, quand on y réfléchit. C'est très années 80. Bien sûr, vous avez raison, Jean-Mathieu. Moi, d'une certaine façon, je pense que pour la France, ça serait plus facile de jouer le Brésil. Parce qu'on les connaît mieux. Parce qu'on se dit, si on joue le Brésil, c'est une montagne, si on gagne, c'est un exploit, si on perd, c'est normal. Alors que contre les Belges, c'est l'inverse. On les a souvent battus. C'est nous qui sommes les dominants, alors qu'on est les dominés face au Brésiliens, d'accord. Donc là, avec les Belges, j'ai peur que nous arrivions avec un petit complexe de supériorité qu'ont dû vivre les Brésiliens, d'ailleurs, en arrivant sur le terrain tout à l'heure. Et franchement, cette équipe de Belgique, elle peut être fragile derrière, ça lui arrive. Fort heureusement, Vincent Kompany est de retour, un des plus beaux défenseurs des 10 ou 12 dernières années. Mais devant et au milieu, mais quelle équipe incroyable. Et surtout, ce qui est assez marrant, c'est qu'en ce moment, on célèbre les 20 ans de la Coupe du Monde 98. Et il y a qui dans l'équipe belge? Ça ne serait pas Thierry Henry qui s'en occuperait aussi? Donc Thierry Henry face à Didier Deschamps, en fait. Ça serait ça. C'est terrible. C'est ça, Jacques Isabello. Ça va être exceptionnel. On disait que le foot, c'est la communion. Vous imaginez le matin Charline Vandenacker? Vous imaginez Philippe Gueluc dans les médias français? Vous imaginez Yves Bigot qui a dirigé la télé belge? Vous imaginez Lynn Renaud dont on vient de fêter les 90 ans, la télévision publique? Donc ces deux meilleurs amis, ces deux meilleures nations, si jamais elles font une demi-finale en France, c'est génial parce que ça va être une espèce de fête un peu partout en France. Il y a énormément d'artistes qui travaillent en France. On ne sait même pas parfois, comme Johnny Hallyday, que ce sont des gens qui étaient belges à l'origine. Et moi j'ai hâte de voir ces 5 jours-là parce que ça va être assez marrant. Et surtout, le foot va permettre de réunir encore un peu plus les gens. Ils sont bien partis. Comme le disait Ambre, le Brésil domine et ne sait pas revenir. Et pour l'instant, dans cette Coupe du Monde, ils n'ont pas eu ce baptême du feu qu'a eu la Belgique face au... Une chose, rapidement, un petit tour de table sur cette Coupe du Monde pour l'instant. Est-ce qu'elle est, alors, je dirais, en dehors des matchs de l'équipe de France, Ambre Godillon, est-ce qu'elle vous plaît? Ah bah oui, elle me Est-ce que c'est des matchs, est-ce que ça répond à vos attentes? Est-ce que ou est-ce qu'elle peut être décevante? Est-ce que non, elle est bien? Les attentes qu'on a devant une Coupe du Monde, c'est de l'émotion, de la surprise, de l'inattendu, du spectacle. On a des buts absolument incroyables. On a de la surprise, des scénarios renversants, des Mbappé qui se révèlent, des jeunes, des Brésil qui sont en train de perdre, l'Allemagne sortie, l'Italie qui n'était même pas qualifiée. Tous les pronostics sont déjoués. Personnellement, j'ai des ascenseurs émotionnels tout le temps. J'ai quelques déceptions. J'ai beaucoup de belles surprises. Donc oui, pour moi, elle est complètement à la hauteur. Cette coupe. Oui, Dorado, est-ce que finalement il y a eu aussi ces matchs assez étonnants comme vous le disiez, Sauf le France-Danemark qui était soporifique, je l'exclus totalement de je dirais en dehors de l'équipe de France, mais par exemple des matchs comme Allemagne-Corée du Sud, Japon-Belgique, est-ce que c'est des genres de surprises aussi où on a vu le Portugal éliminer, l'Espagne éliminer? Est-ce que tout ça, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à cette hécatombe de grandes équipes peut-être? On ne s'attendait pas à cette hécatombe, peut-être qu'on aurait dû l'attendre puisqu'on a vu qu'effectivement les Pays-Bas n'étaient pas là et que l'Italie n'était déjà pas là, même le Chili qui était une grande nation du foot sud-américain n'était pas là non plus, donc on aurait dû s'attendre, mais c'était une très belle Coupe du Monde avec beaucoup de buts, et puis on s'est rendu compte que la barre, ça sert à quelque chose quand même, puisque ça a permis effectivement de développer du beau jeu. Une chose, Yves Bigot, on voit le tableau là, le prochain match, alors après ça sera Russie, Croatie, Suède, Angleterre, pour de l'autre côté du tableau. C'est des matchs, est-ce que vous les attendez avec aussi tant d'excitation qu'un Brésil-Belgique ou pas? Non, vous connaissez la réponse bien à votre sûr, question. c'est pour ça. Non, mais notamment un match comme Russie-Croatie. Mais je vous le dis, le vainqueur de la demi-finale France contre Belgique ou Brésil sera le champion du monde. C'est ça, oui, c'est aussi simple que ça. Moi, j'aime pas faire des pronostics. Mais attention, Yves, attention, j'ai dit que tous les pronostics étaient déjoués durant cette Coupe du Monde. Celui-là, il ne sera pas. Tiens, Jacques Isabello, pour vous, cette Coupe du Monde, là, aujourd'hui, si vous avez l'occasion de voir
l'histoire des matchs? Est-ce qu'elle est surprenante, intéressante? Allez, je la trouve formidable. Et puis, je trouve, parce que ça faisait très longtemps, moi, que je l'attendais, ce test de la VAR, hein, donc de la fameuse vidéo, qui, pour moi, ça a été atroce, parce que rappelez-vous, 1982, la main de Dieu, il y a eu des moments où des nations ont détesté d'autres pays, juste à cause Et celle d'un de geste Thierry Henry, maladroit alors Non, mais ça n'a pas existé, celle de Thierry Henry également. Hein. Mais c'est de dire, cet assistant vidéo a permis de remettre de la justice et du beau jeu et de la vérité dans ce sport que tout le monde regarde. Et donc, il y a eu tout un tas de choses, beaucoup de buts. Et à ce titre-là, pour répondre à votre question, oui, elle est formidable, cette Coupe du Monde. Et en plus, on est encore moi, je voulais ajouter qu'il oui. faut aussi rendre à César ce qui appartient à César, c'est que les arbitres font aussi une Coupe du Monde extraordinaire. Très belle Ils ont souvent été la cible de beaucoup de critiques. Alors, c'est vrai que la VAR les dédouane un petit peu, les déresponsabilise des fois de certaines décisions. Ça allège en tout cas le pourcentage d'erreurs, mais on peut redonner aussi à ces arbitres qu'ils font aussi une Coupe du Monde extraordinaire. Voilà. Ça éduque un peu les joueurs aussi, parce qu'ils savent que l'arbitre peut voir quelle est la vérité vraie, comme on dit dans les cours d'école. En tout cas, vous pourrez suivre bien sûr dans quelques instants bien cette deuxième quart de finale, deuxième mi-temps de ce quart de finale entre la Belgique et bien le Brésil. Le prochain match de l'équipe de France, ça sera mardi à Saint-Pétersbourg. Il me reste à vous remercier, Anne Godillon, d'être passé ce soir aux Informés. Merci beaucoup, Juan Rosé, Dorado, Jacques Isabello et bien sûr Yves Bigot. Voilà, je vous laisse partir parce que je sais qu'il y a une deuxième mi-temps qui vous attend et que vous ne vivez plus pour l'instant. Donc merci beaucoup d'être passé.